Le fait que ton quartier soit habité depuis des années n'est pas une étude de sol, c'est une illusion. Chaque parcelle est unique. Chaque projet mérite un diagnostic sérieux. Chaque année, des bâtiments s'effondrent en Afrique. Des maisons entières qui se fissurent, des dalles qui s'affaissent, des murs qui s'inclinent progressivement jusqu'au jour où tout lâche. Et dans la majorité des cas, quand on cherche la vraie cause, on ne la trouve pas dans les murs, pas dans le béton, pas dans le ferraillage. On la trouve en dessous, dans ce que personne n'a regardé avant de construire, dans le sol. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose que la plupart des gens ignorent complètement avant de lancer un chantier. Les types de sols. Ce qu'ils sont, comment les reconnaître, et pourquoi si tu ne sais pas sur quoi tu construis, tu joues avec la sécurité de tout ce que tu vas bâtir. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas apprendre ici, c'est la base absolue de toute construction. Sans ça, tout le reste ne tient pas. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on règle quelque chose. Parce que c'est l'argument que j'entends le plus souvent, sur les chantiers, dans les familles, dans les quartiers. Et cet argument fait des dégâts. L'argument, le voici. Dans ce quartier, les gens construisent depuis 30 ans. Mon voisin a construit, le voisin d'à côté aussi, tout le monde construit ici. Donc le sol est bon, pas besoin de faire une étude. Tu l'as déjà entendu. Peut-être même que tu l'as dit toi-même. Alors laisse-moi t'expliquer pourquoi cet argument est dangereux. Premièrement, le fait qu'un quartier soit habité depuis des années ne te dit absolument rien sur la nature du sol sous ta parcelle spécifique. Un sol n'est pas uniforme. À quelques mètres de distance, la composition peut changer radicalement. Ton voisin peut avoir construit sur du sol rocheux stable. Toi, tu peux être sur une poche d'argile gonflante ou sur d'anciens remblais. Le sol ne prévient pas. Il ne se voit pas à l'œil nu. Deuxièmement, les constructions anciennes d'un quartier ont été faites avec des charges légères. Des petites maisons, 1 ou 2 niveaux, des matériaux légers. Toi aujourd'hui tu veux construire R+2, R+3, avec du béton armé lourd. La charge que tu vas imposer au sol est sans commune mesure avec ce que tes voisins ont imposé il y a 20 ans. Un sol qui a supporté une petite maison peut très bien céder sous un immeuble. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, les constructions que tu vois debout dans un quartier, ce sont les survivantes. Tu ne vois pas celles qui ont été démolies, abandonnées, fissurées au point d'être inhabitables. Tu ne vois que ce qui tient encore. C'est ce qu'on appelle le biais du survivant. Tu juges la sécurité d'un quartier sur les bâtiments qui n'ont pas encore cédé. Alors non. Le fait qu'un quartier soit habité depuis longtemps n'est pas une étude de sol. Ce n'est pas une garantie. C'est une illusion de sécurité. Et cette illusion coûte des vies. Maintenant qu'on a réglé ça, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi un sol en génie civil? En génie civil, quand on parle de sol, on ne parle pas de la surface que tu vois. On parle de tout ce qui est en dessous. Les couches de terrain qui vont recevoir, porter et transmettre les charges de ton bâtiment jusqu'au fond. Un sol, c'est un empilement de couches. Chaque couche a sa propre composition, sa propre résistance, son propre comportement face à l'eau et aux charges. Et ce que l'ingénieur cherche à savoir, c'est à quelle profondeur se trouve la couche capable de porter ton ouvrage et combien elle peut en prendre. Il y a 2 grandes familles de sols en construction. Les sols grenus ou sols pulvérulents. Ce sont des sols composés de particules séparées, des grains. Dans cette famille, on trouve les graviers, les sables graveleux. Ces sols ont un comportement prévisible. Ils se drainent bien, ils ne gonflent pas, ils se tassent rapidement sous les charges et se stabilisent. En général, les sols grenus sont de bonnes nouvelles pour un ingénieur. 2. Les sols fins ou sols cohésifs. Ce sont des sols composés de particules très fines, les limons et les argiles. Ces sols ont un comportement beaucoup plus complexe. Ils retiennent l'eau. Ils gonflent quand ils sont mouillés et se rétractent quand ils sèchent. Ils se tassent lentement, parfois sur des années, et de façon inégale. Les sols argileux sont responsables d'une grande majorité des sinistres de bâtiments dans le monde. Entre ces 2 familles, il y a des sols mixtes, des mélanges de sable et d'argile, de limon et de gravier. Et dans la réalité du terrain, c'est souvent ce qu'on trouve. Des mélanges, des couches alternées, d'où l'importance de sonder, pas de supposer. Les types de sols détaillés. Passons maintenant aux types de sols que tu vas rencontrer en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Parce que nos terrains ont leurs particularités, et il faut les connaître. 1. Le sol rocheux.
C'est le meilleur sol sur lequel tu puisses construire. La roche, qu'elle soit granitique, graiseuse ou latéritique compacte, offre une résistance très élevée. Elle ne se comprime pas, elle ne gonfle pas, elle ne se déforme pas sous les charges normales d'un bâtiment. Quand tu fondes directement sur de la roche saine, tu as une base solide et stable. Le défi avec la roche, c'est qu'elle est parfois altérée en surface. La chaleur, les pluies, les cycles humidité-sécheresse dégradent la roche sur les premiers mètres. On appelle ça la roche altérée ou le faciès d'altération. Cette roche dégradée se comporte différemment de la roche saine en dessous. Il faut savoir jusqu'où va l'altération avant de fonder. 2. Le sol latéritique. La latérite, c'est le sol rouge-orangé qu'on voit partout en Afrique de l'Ouest. C'est un sol formé par l'altération intense des roches sous climat tropical humide. La latérite peut être excellente ou médiocre selon son degré de compaction et sa teneur en eau. La latérite compacte, dure, peu humide, celle qu'on utilise pour faire les routes en Afrique, a une bonne capacité portante. La latérite meuble, humide, proche de la surface, peut être problématique. Elle peut s'effondrer sous les charges ou se déliter avec les eaux de ruissellement. En Afrique de l'Ouest, beaucoup de constructions reposent sur de la latérite. C'est souvent acceptable, mais ça doit être vérifié, pas supposé. 3. Le sol sableux. Les sables sont présents dans les zones côtières, les deltas, les rives de fleuves. Le sable sec a une bonne capacité portante. Le sable humide ou saturé d'eau, c'est une autre histoire. Le phénomène à connaître avec les sables, c'est la liquéfaction. Lors d'un séisme ou sous des vibrations importantes, un sol sableux saturé peut se comporter comme un liquide. Le bâtiment s'enfonce littéralement dans le sol. Ce phénomène est bien documenté et il a causé des catastrophes majeures dans le monde. Même sans séisme, construire sur du sable proche de la nappe phréatique demande une attention particulière. Les fondations doivent être adaptées. 4. Le sol argileux. L'argile est le type de sol le plus capricieux qui existe en construction. Sa caractéristique principale, c'est sa sensibilité à l'eau. Quand l'argile absorbe de l'eau, elle gonfle. Quand elle sèche, elle se rétracte. Ces mouvements, répétés saison après saison, créent des contraintes dans les fondations et dans les murs. C'est ce qui provoque les fissures en escalier qu'on voit sur beaucoup de maisons, des fissures qui suivent les joints des parpaings en diagonale. Dans la plupart des cas, c'est un sol argileux en mouvement. En Afrique, les sols argileux sont fréquents dans les zones de bas-fond, les zones inondables, les anciens marécages remblayés. Et c'est précisément dans ces zones que la pression foncière pousse les gens à construire, parce que les terrains y sont moins chers. Prix bas, risque élevé. 5. Les remblais. Un remblai, c'est un terrain qui a été rapporté artificiellement. Des déchets de chantier, de la terre, des gravats, parfois des ordures compactées, pour combler une dépression, un marigot, une zone basse. Les remblais sont très courants dans les villes africaines en expansion rapide. Le problème des remblais, c'est qu'ils sont hétérogènes. Leur composition est inconnue, leur compaction est variable, et ils continuent de se tasser longtemps après leur mise en place. Construire sur un remblai sans étude, c'est construire sur une inconnue totale. 6. Les sols organiques. Les sols tourbeux, les sols chargés en matières organiques, se trouvent dans les zones marécageuses et les anciens lits de cours d'eau. Ils ont une capacité portante très faible, ils se compressent énormément sous les charges et continuent de se tasser pendant des décennies. Ces sols sont tout simplement inadaptés à la construction directe. Il faut soit les traverser avec des pieux profonds, soit les remplacer complètement. Comment reconnaître son sol sans ingénieur? Maintenant la question pratique. Est-ce qu'il y a des signes qui permettent d'avoir une première idée du sol avant même d'appeler un ingénieur? Oui, ce ne sont pas des certitudes, mais ce sont des indicateurs utiles. Observe le terrain en saison des pluies. Est-ce que l'eau stagne longtemps après la pluie? Si oui, le sol est peu perméable, probablement argileux ou limoneux. Un sol sableux ou graveleux absorbe l'eau rapidement. Regarde les bâtiments existants aux alentours. Pas pour dire que le sol est bon parce que les maisons tiennent, on en a parlé. Mais pour chercher des signes de problème. Fissures diagonales sur les murs, portes et fenêtres qui ne ferment plus, murs inclinés. Ces signes indiquent des tassements différentiels, souvent liés au sol. Renseigne-toi sur l'historique du terrain. C'était quoi avant? Un marigot? Une zone inondable? Un dépotoir? Un bas-fond remblayé? Ces informations sont précieuses. Les anciens du quartier les connaissent souvent. Creuse un trou d'observation. Un simple trou à la pelle de 1 à 1,5 mètres de profondeur
te permet de voir les premières couches. Tu peux observer la couleur, la texture, la présence d'eau. La couleur grise ou noirâtre signale souvent de l'argile ou de la matière organique. Le rouge orangé, de la latérite. Le blanc gris clair, du sable ou du limon. Ces observations te donnent un premier niveau d'information, mais elles ne remplacent pas l'étude géotechnique. L'étude géotechnique, ce que c'est vraiment. L'étude géotechnique, c'est le diagnostic médical de ton terrain. Elle est réalisée par un laboratoire de géotechnique ou un ingénieur spécialisé. Elle comprend plusieurs étapes. 1. Les sondages. On enfonce des équipements dans le sol, soit des carottiers qui ramènent des échantillons de sol, soit des pénétromètres qui mesurent la résistance du sol à différentes profondeurs. Ces sondages se font en plusieurs points de la parcelle pour cartographier les variations. 2. Les essais en laboratoire. Les échantillons prélevés sont analysés. Granulométrie, limite d'Atterberg pour les argiles, teneur en eau, résistance à la compression. Ces essais donnent des données chiffrées sur les caractéristiques mécaniques du sol. 3. Le rapport géotechnique. C'est le document final. Il décrit les couches de sol rencontrées, leurs caractéristiques, la profondeur de la nappe phréatique, et formule des recommandations. Quel type de fondation adopter? À quelle profondeur fonder? Quelles précautions prendre? Ce rapport, c'est ce que l'ingénieur structure va utiliser pour dimensionner tes fondations. Sans lui, il travaille dans le vide. Le coût d'une étude géotechnique varie selon les pays et la taille du projet. Mais à titre indicatif, pour une maison individuelle, il faut compter entre 500 000 et 2 millions de francs CFA, selon la complexité. C'est beaucoup? Compare ça au coût de reprendre des fondations après un sinistre, ou pire, au coût humain d'un effondrement. Retenons l'essentiel de ce qu'on a vu aujourd'hui. Le sol, c'est la fondation de ta fondation. Avant même de penser au béton, au ferraillage, au parpaing, tu dois savoir sur quoi tu construis. Les types de sols sont variés, rocheux, latéritique, sableux, argileux, remblais, organique, et chacun a son comportement propre face aux charges et à l'eau. Le fait que ton quartier soit habité depuis des années n'est pas une étude de sol, c'est une illusion. Chaque parcelle est unique, chaque projet mérite un diagnostic sérieux. Dans la prochaine vidéo, on va aller plus loin. On va parler des essais de sol, comment ils se font concrètement, ce qu'on mesure, et comment interpréter les résultats pour choisir la bonne fondation. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la. Il y a des gens autour de toi qui sont en train de construire sans savoir ce qu'il y a sous leurs pieds. Cette vidéo peut changer leur projet. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer la suite.